on attaque la réciproque. Donc, je vous rappelle que la stratégie ici, c'est de prendre h, un polynôme de degré strictement compris entre 0 et n, le degré de f, hein, qu'on veut casser, et h, pour l'instant, ce n'est pas un diviseur hein, de f, mais h bar, lui, c'est un diviseur irréductible de f bar. Et la stratégie, c'est d'essayer de remonter ça, quitte à prendre un p assez grand. Alors, dans la partie implication, on ne s'était pas servi encore que p était assez grand. Hein, ça marchait pour tous les p. Là, maintenant, ça va rentrer en scène, la taille de p. Alors, maintenant, ce qu'il faut montrer, c'est que, donc, on a défini un réseau, et que si on trouve un élément non nul dans le réseau de taille assez petite, d'accord, voilà, alors on peut, f va se réduire, et en plus de ça, cerise sur le gâteau, le bon polynôme qui va nous permettre, dans notre stratégie, puisqu'on avait dit qu'on cherche un polynôme U tel que le PGCD de f et de U, d'accord, est différent de 1 et différent de f, donc permet de redescendre le problème, et bien le U cherché, c'est bien ce U qui est de norme petite dans le réseau. Ce qui nous amènera, dans un deuxième temps, à chercher dans un réseau des vecteurs de taille minimale. Voilà, alors, donc allons-y. On a ce U, là, non nul et assez petit. U bar, donc finalement, comme U s'écrit comme ceci, U bar, il s'écrit, donc modulo P, H bar, H1 bar. Bon. Et, bon, d'abord, je commence par dire que H1 bar, il est non nul. Donc, par l'absurde, si H1 bar était nul, alors ça voudrait dire que ici on aurait 0, donc P diviserait le polynôme U dans Z de X quand on relève. Mais forcément, ça voudrait dire que P, puisque U est non nul, serait plus petit que le max des coefficients, forcément. Donc, donc ça voudrait dire que P serait borné. Or, cette borne, hein, donc regardez bien, cette borne ne dépend que de F, hein, et cette borne, voilà, hein, on a dit que P n'est pas borné, donc il suffit de prendre plus grand que cette borne-là. Ok, donc maintenant, H1 bar, il est non nul. Donc ça veut dire que H bar divise U bar, et que H bar divise F bar, ça c'était au départ, hein. C'est pour ça qu'il est là, H bar. Donc c'est un irréductible qui divise U bar et F bar, donc ça veut dire que U bar et F bar ne sont pas premiers entre eux. Et s'ils ne sont pas premiers entre eux, ça veut dire que le résultant de F bar et U bar, il est nul, d'après ce qu'on a dit sur le résultant. Mais ce résultant de F bar et U bar, on a vu que c'était R de FU le tout bar. Donc, ça veut dire que P divise le résultant de F et de U. Et ça y est, on est monté dans Z. D'accord? Alors maintenant, on va montrer que P, il est trop gros pour diviser non trivialement là. Ça va vouloir dire que R de FU est forcément nul à cause de la taille de P. Parce que ce qu'on va voir, c'est que la taille de ce résultant, là ici, est forcément bornée. Regardez, vous prenez le résultant, donc avec Hadamard, on a vu que c'était plus petit, d'ailleurs on l'a vu au moment aussi du résultant, que Hadamard impliquait que c'était plus petit que la norme F indice 2, attention, puissance le degré de U, fois la norme de U indice 2 puissance le degré de F, d'accord? Sauf que le degré de U étant inférieur à n-1, et ça c'est
étant supérieur à 1, et ben, ça nous fait cette inégalité-là. Maintenant, je garde la norme indice 2 de f puissance n-1, et j'ai des renseignements non pas sur U2, mais sur U infini. Mais il y a des relations, puisque toutes les normes sont équivalentes, puisqu'on est en dimension finie, hein, on a restreint les degrés pour être en dimension finie, et donc les normes sont équivalentes. Donc bon, c'est facile de voir que la norme de U indice 2 est inférieure à la norme de U infini fois racine carrée de n. D'accord? Puisque c'est facile de voir, comme on est en dimension n, puisqu'on travaille sur des polynômes de degré strictement plus petits que n, que la norme indice 2 est inférieure. Bon, on sait que toutes les normes sont équivalentes en dimension finie, mais là, il faut être un peu plus fin. La norme indice 2 est inférieure à la norme infinie fois racine de n. Donc, quand on met à la puissance n, j'ai ceci comme majorant. Maintenant, ça y est, j'ai la norme ici, j'ai oublié de le mettre, indice 2 puissance n-1. Ici, c'est inférieur à 2 plus 2 norme infinie de f puissance n-1 pour lui, mais la puissance n, donc on a n-1, et toujours ce n sur 2. Voilà. Et cette fois-ci, on a trouvé une borne qui ne dépend pas de l'élément choisi dans le réseau, hein, de l'élément U. Ici, ça ne dépend que de f. Donc, si je prends P strictement supérieur à cette borne, bon, l'ensemble des nombres premiers est infini, donc on peut toujours le choisir comme ça. F est une donnée au départ, n c'est son degré, on peut toujours prendre P strictement supérieur à ça. D'ailleurs, vous remarquerez que s'il est supérieur à ça, il est aussi strictement supérieur à ça. Donc, le premier, voilà, il faut que les deux conditions soient réunies. Et donc, comme P est strictement supérieur à ça et que R est inférieur, la seule possibilité pour que P divise R dans Z, bah, c'est que ce R de FU soit égal à 0. Et voilà, ce qui veut dire que F et U vont avoir un PGCD non trivial. Et c'est vraiment quelque chose de très joli sur comment on mélange le résultant, les propriétés algébriques hein, du résultant, mais en même temps des normes, des réseaux. Et là maintenant, la suite de l'histoire, on va juste se consacrer la suite de l'histoire et du problème, c'est la partie maintenant 4 et 5 du problème, donc les deux vraies dernières parties sont consacrées à essayer de comprendre comment, dans un réseau, hein, d'accord, un réseau, hein, d'accord, voilà, voilà, d'accord, hop, comment trouver un élément, un U, d'accord, un Z réseau de normes minimales, d'accord, voilà, ici, comme ça, on check si cette norme est en dessous, si c'est en dessous, c'est bon, si la norme minimale est au-dessus, eh ben c'est pas bon, puisque la proposition, c'était un si et seulement si. Voilà, d'accord. Donc, intuitivement, on se dit, c'est facile. On va voir que ça n'allait pas du tout. Voilà, alors on est ramené au problème suivant, hein. C'est le problème du vecteur le plus court, non nul évidemment, dans un réseau. Hein. Donc, partons d'une base de Rn, d'accord? Voilà, une R base. Hein. Et on regarde le réseau engendré par cette base. Donc, c'est la somme des ZI-BI avec ZI dans Z, d'accord? Donc, c'est un sous-groupe, d'accord, de Rn de type fini avec une base. Et maintenant, on cherche, bon, Rn est doté de sa structure euclidienne naturelle, on cherche un V minimum, d'accord, de taille minimale qu'on va appeler V min. Bon, même s'il y en a plusieurs.
Donc maintenant, on rappelle qu'on a une orthogonalisation de Gram-Schmidt de cette base B, qui va sortir du réseau, évidemment, hein, elle est dans Z. Et en fait, on a une estimation à la Minkowski qui va dire que Vmin, ici, sa norme va être comprise entre le minimum des normes des BI dièses, d'accord, de l'orthogonalisation, et racine de n fois la moyenne géométrique de ces normes-là. Voilà. Donc ça donne une certaine approximation dont on pourra discuter ensuite. Mais là, montrons ça. Alors on va montrer d'abord la première inégalité. Prenons Vmin. A priori, il est, a priori, V tout court, hein, V qui est là-dedans, hein, qui est dans le réseau. Si j'appelle, comme tout à l'heure, B, grand B, la matrice des BI en colonne, hein, dans Rn, et V est de la forme, un élément là-dedans est de la forme BZ. D'accord. Bon. BZ ou Z, c'est un vecteur colonne, c'est les ZI ici. D'accord. Voilà. Alors, on rappelle cette décomposition QR. En fait, vous avez les B dièses en colonne, donc c'est B dièse ici, fois U, puisque le procédé d'orthogonalisation de Schmidt, c'est une matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale. D'accord. Ça, on l'avait vu. Et ce B dièse se décompose encore en Q, Q qui va être une matrice orthogonale, fois D, c'est la matrice diagonale, dont les éléments diagonaux sont les normes des BI dièses, norme 2. Hein. Voilà. En fait, on se ramène au cas où V, puisque Q est une matrice orthogonale, elle ne va pas changer la norme, donc on peut l'oublier. Comme U est une matrice inversible de Zn dans Zn, donc c'est une matrice à coefficient dans Z, inversible dans Z, donc elle est dans GL n de Z, hein, d'accord. Donc l'ensemble des Z ici et l'ensemble des UZ quand Z parcourt Zn, c'est exactement la même chose puisque c'est inversible. Donc, quitte à faire un changement de variable ici, on peut remplacer UZ par Z. Donc en fait, V est de la forme DZ. Voilà. Et on cherche le min de ça. Et le min, forcément, puisque la diagonale c'est ça, il est forcément supérieur, puisqu'on voulait U, V min non nul évidemment, il est supérieur au min des BI dièses ici, des normes au carré de BI dièse. Donc ça, c'est pas trop difficile. L'autre inégalité, elle est due à Minkowski, mais on verra tout à l'heure une preuve de ce théorème de Minkowski. Mais je vais essayer de donner, à partir du théorème de Minkowski, pourquoi cette inégalité est vraie, et ensuite on verra une preuve de ce théorème. Mais pour l'instant, soit S un hypercube, cube, quoi. On est dans une structure euclidienne, donc c'est un cube avec les arêtes, donc vous savez ce que c'est qu'un cube, un hypercube de Rn. On va supposer qu'il est centré en 0, ça va être important, centré en 0. On suppose que le volume de S, donc il est assez grand, d'accord, et la borne ici c'est 2 puissance n det de B, d'accord, hein, B c'est cette matrice. Alors, S inter le réseau contient un élément non nul. Voilà. Vous faites un petit dessin, déjà en dimension 2, vous prenez ce réseau-là, d'accord, et vous voyez que si vous prenez des hypercubes centrés en 0, ici, trop petits, vous n'aurez que 0. Hein. Et quand vous dépassez ici celui-ci, là vous commencez à avoir des éléments non nuls, parce que vous avez doublé ici, le 2 hein, vient du fait qu'on a une arête 2 de 2 ici, d'accord. Fois det de B, vous voyez bien que ça c'est le déterminant, c'est la forme volume, hein, d'accord. C'est le volume élémentaire de la base. Bon, vous imaginez ça en dimension n, et c'est exactement pareil. Donc c'est quand même
un théorème assez palpable, assez intuitif, hein, cette borne. Donc maintenant, je vais choisir un hypercube qui a pour arête, donc centré en 0, hein, centré en 0, et qui a pour arête une arête A strictement supérieure à 2 fois la racine énième de det de B, d'accord, bon, peut-être la valeur absolue de det de B, hein, il faudrait des choses comme ça, voilà. Forcément, l'élément qui est dedans, non nul, assuré par le théorème de Minkowski, il va être donc dans le réseau, donc il va être de taille supérieure à la taille de Vmin, donc Vmin est inférieur à la taille maximum qu'on peut trouver dans cet hypercube. Alors la taille maximum, c'est quoi? Vous voyez que c'est la demi-diagonale du cube, d'accord? Et la demi-diagonale, donc vous prenez la demi, et ça c'est la diagonale en dimension n par Pythagore. Hein, la diagonale du cube, c'est racine carrée de n fois l'arête. D'accord? Donc ça veut dire que Vmin est inférieur à, en norme 2, à racine n de, d'après ça, det de b puissance 1 sur n. Les deux se sont éliminés. D'accord? Et là on a multiplié par racine de n ici. Mais maintenant, par Hadamard, je n'ai pas eu la place d'écrire ici, mais vous voyez que par Hadamard, c'est ce qu'on avait vu avec le théorème d'Hadamard tout à l'heure, et ce déterminant de B, il est inférieur au produit ici à cette diagonale, au déterminant de cette diagonale. D'accord? Donc ça nous donne bien ce qu'on voulait, c'est-à-dire cette inégalité là, hein, vous la voyez, elle est là. Donc c'est un mélange de inégalité de Minkowski et inégalité d'Hadamard. Et là, c'est finalement la décomposition QR. Hein. Voilà. Maintenant, voilà, le problème aurait pu s'aventurer, disons non, pas s'aventurer, calmer le jeu en faisant ça, en terminant là-dessus. Bon, ça terminait. Au moins en théorie, c'était bon. Mais la vision du concepteur du problème est beaucoup plus algorithmique. Et en fait, algorithmiquement, ça c'est très mauvais parce que ça ne va pas nous donner une méthode. Donc vous voyez qu'on a cerné Vmin, on sait où le chercher. On le cherche entre deux sphères, hein, là-dedans et là-dedans. Mais il faut quand même espérer que ceci et ceci soient pas trop loin, parce que sinon on va aller chercher notre Vmin dans un endroit trop grand, et ce sera plus polynomial en n. Disons, la méthode de recherche n'est plus polynomiale en n. Et ça, la polynomialité est importante. Et effectivement, si vous regardez, si les BI, donc vous prenez B1 dièse, ensuite B2 dièse, B3 dièse, et imaginez qu'ils décroissent très rapidement, très rapidement, d'accord? Eh bien, vous allez avoir un min qui va être très petit, tout en ayant ici une borne là, une moyenne géométrique très grande, d'accord? Par rapport au min. Et donc, là maintenant, cette dernière partie du programme est ce qu'on appelle l'algorithme LLL, va consister à construire une autre base, ici, d'accord, de sorte à ce que ces BI dièse, en norme, décroissent pas trop rapidement. Voilà. On va créer une base comme ça décroissante, mais à décroissance modérée, ce qui va limiter cette chose-là. Voilà, ça c'est la prochaine étape.